l'histoire de ce sanctuaire et ancien hospital. C'est pas la cloche d'origine. Hein. Cette cloche, elle a été offerte par le baron de la Suisse, un riche baron de la Plaine, de Montrégeau exactement, entre Toulouse et Tarbes, qui faisait de la montagne, qui avait beaucoup d'argent, et qui a offert cette cloche quand l'église a été reconstruite après l'avalanche qu'il a détruite en 1915. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé dans les combles, grâce à l'avalanche, une vieille cloche du XVIIe siècle, qui est par là. Et donc, comme c'était pendant la guerre de 14, bien entendu, les hommes étaient au front, et donc le clocher à bulbe, oui, on peut dire ça, qui était très élégant, n'était pas écroulé. Ils ont essayé de l'étayer, puis finalement, il a fini par s'écrouler, c'est dommage. Et donc l'église a été reconstruite après la guerre, et elle a été consacrée, je crois, c'est le mot qu'il faut employer, totalement achevée en 1925. Alors elle a été refaite un peu sur le même modèle, sur la même dimension de la croix, avec un clocher assez élégant, qui reprenait un peu l'idée de ce clocher du XVIIIe siècle. Il a été refait récemment, le clocher, il y a 2 ans. Alors vous avez cette statue en bois qui a été mutilée par des révolutionnaires pendant la Révolution française. Alors la légende, elle a eu trois blessures. Une blessure au genou, le bras donc qui a été cassé, puis une blessure à la joue aussi. Et alors la légende raconte que les 3 révolutionnaires ont été blessés, ont été punis parce que l'un avec un traumatisme au genou, l'autre une blessure à la joue qui ne s'est jamais cicatrisée, et l'autre au bras, enfin, ils sont morts dans la douleur. On était encore à l'époque où on pensait que la Vierge et les dieux pouvaient occasionnellement se venger. L'histoire de la chapelle a fait que en 1725 a été inaugurée une chapelle très luxueuse ici, avec un autel et un retable baroque d'une extraordinaire qualité quand on sait que à l'époque on partait à peu près de Luce avec les matériaux pour travailler. Alors il y a eu entre autres une célèbre dynastie de sculpteurs d'autels baroques de la fin du XVIIe au début du XVIIIe, la famille qu'on appelle, on dit les frères Ferrer. En fait, c'est 3 générations, et qui ont fait des hôtels, dont un qui était au point de vue artistique le plus remarquable, c'était Marc Ferrer, et qui avait fait un hôtel ici à Ayas grâce aux dons généreux du dernier descendant de la famille de Souillac. Alors vous avez là une statue probablement qui a été récupérée de l'hôtel, mais là, je ne sais pas où il y avait d'autres restes, jusqu'il y a 2 ans ou l'année dernière. Je ne sais pas où ils les ont mis, peut-être on peut demander au père à côté si on peut les voir. Et ces restes, ce serait intéressant, même de faire une petite vitrine pour rappeler l'histoire et l'honneur, enfin l'histoire et la dimension spirituelle qu'a eu ce haut lieu de la montagne. Alors cette peinture murale, c'est-à-dire c'est ajouté sur un mur existant, qui n'est pas un chef-d'œuvre de peinture, quoique ça représente d'une manière significative et stylisée les hauteurs du cirque de Toulouse. Ce témoignage mérite d'être quand même préservé, d'autant que toutes ces peintures murales en France et de cette époque ont carrément été effacées, ont disparu. Et donc elles sont assez rares. Alors elle est envahie par le salpêtre. Là, on voit ces taches. Il y en a même qui montent, je vois, d'année en année, ça continue. C'est très dommage parce que, avec peu de moyens, on peut sauvegarder cette étrange image, cette peinture murale qui finalement est assez rare. Alors c'est intéressant parce que c'est intervenu, il y a eu plusieurs stades dans l'histoire de ce sanctuaire, de cette chapelle. Il y a eu des représentations qu'on peut voir là, avec des images du pastoralisme, des bergers qui font l'offrande d'un agneau, des choses comme ça. Et les images aussi, comme quand il y a eu une avalanche qui a détruit l'église. Et ça, c'était une étape d'une autre perception de la montagne qui a été dictée par le tourisme. À partir de 1925-1930,
la pratique de la haute montagne a pris de l'importance. Moi, c'est ce que j'appelle l'émergence du vertical. C'est devenu quelque chose de prestigieux, y compris pour les autochtones. Et du coup, les images pastorales ont laissé la place à un témoignage dans l'histoire de la chapelle, à une activité contemporaine qui est la pratique de la haute montagne, qui a remplacé effectivement des images plus traditionnelles. Alors il y a effectivement la commémoration, enfin les illustrations des apparitions de Bernadette. Ça c'est une reproduction d'un tableau plus ancien qui a été refait après quand il y a eu l'avalanche qui a détruit l'église. Là on est en plein dans l'illustration du pastoralisme avant de pénétrer dans la haute montagne avec ce que j'appelle l'émergence du vertical. Les vitraux de cette église sont un peu naïfs, très figuratifs, mais plusieurs d'entre eux ont été faits à Nancy. Et c'est quand même des vitraux de qualité. Et il y en a un qui illustre justement le drame de l'avalanche, où il y a eu 2 victimes. Une dame, au début du siècle dernier, qui offre un de ses enfants à la Vierge d'Éas. Eh bien, figurez-vous que cette dame et son bambin, ce sont les 2 victimes de l'avalanche de 1915. Alors là, pour l'anecdote, vous avez la nativité de très bonne facture, sur bois, qui est de, je dirais, fin XVIIe siècle, XVIIIe, début XVIIIe. Et manifestement, ce n'est pas un artiste local qui a fait ça, mais c'est probablement un don de la famille de Souillac. On peut imaginer ça. Et alors là, on est sur le petit pont de l'ancien chemin d'Éas, le vieux chemin. En réalité, on ne sait pas quand c'est qu'il a été bâti, ce pont. Vous allez voir qu'avec des matériaux très frustes, ce pont est un geste magnifique. On peut parler d'excellente architecture dans sa proportion, dans son mouvement pour enjamber un petit ruisseau. Alors ici, il y a quelque chose d'un peu curieux. Vous voyez ces reliefs grossiers là sur le dos du pont. Il ne faut pas croire que c'est de la maladresse, c'était fait exprès pour que les mulets, les ânes et les chevaux, quand il y avait de la neige, quand c'était gelé, puissent accrocher leurs sabots. On voit ici une rigole qui irriguait tous les champs jusque là-bas. À l'origine, mais c'est pas spécifique à Éas, quand il y avait comme ça un grand ruisseau d'irrigation, chacun avait droit, selon un calendrier, même des horaires, à irriguer sa prairie pendant un moment, et après on fermait avec une ardoise ou par un autre procédé. En général, c'était une grosse ardoise, et on levait l'ardoise du voisin pour qu'il puisse irriguer pendant quelque temps sa prairie de fauche, et ainsi de suite, quoi. Alors, là, il y avait une porte pour fermer, suivant le niveau d'eau, suivant où on voulait aller, vous voyez, l'amorce de la rigole. Et cette rigole partait comme ça, là, horizontalement à peu près, et allait irriguer les champs jusqu'à l'entrée des prairies de Éas. Alors effectivement, si on avait une juste perception de ce qu'est un paysage culturel, eh bien on mettrait, parce que là, soit avec des chantiers de jeunes, soit avec un soutien quand même auprès des populations agricoles, on réhabiliterait bien entendu ces irrigations qui font partie du paysage culturel et de l'histoire. D'ailleurs, ça s'est fait dans d'autres coins de France, hein, par exemple dans les Alpes, au moins une AOC fromage, Beaufort j'imagine, où on a rétabli les irrigations pour que justement les récoltes de fourrage soient suffisantes pour garantir à l'AOC que c'était vraiment des produits locaux. Au fond, tout ça se tient, et la remise en état de ces
canaux d'irrigation serait à la fois utile et une reconnaissance sur le contenu historique du paysage culturel. Vous savez pas ce que c'est un cromlech? Non. Ce sont les ronds de pierre qui est cultuel en Bretagne, là où il y en a le plus au Pays Basque, pas en Bretagne, à la montagne d'Okabé. Et alors il y en a ici à côté de l'auberge du Maillet. Ah, bon, Quand vous êtes à l'auberge du Maillet, au lieu d'aller vers Troumouze, vous reculez un peu à droite. Ah oui? Il y a un cromlech magnifique. Ah bon? Un cromlech magnifique et qui est très spécial parce qu'il semblerait qu'il y ait deux gros cailloux qui signifient une porte tournée vers l'est. C'est des vestiges de choses qui datent de 8000 ans quand même. Hein. Ah oui? Hein? Ah, ok. C'est bête, on était là-bas hier. Et vous? Oh ben, Ici. il est à 200 mètres de... il faut s'arrêter 200 mètres avant le Maillet et il est sur le plateau, là, il y a une bosse, il est remarquablement situé, comme souvent le cas. Hein? Vous êtes historien? Non, non, je ne suis pas historien, moi. Journaliste? Mais non plus. Je suis rien. Maintenant que je ne suis plus président, que j'ai toute ma liberté d'expression, c'est clair. Je suis à l'origine du patrimoine mondial, de l'inscription au patrimoine mondial du massif du Mont-Perdu. Voilà. Je suis à l'origine, je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. J'ai amené beaucoup de gens dans différents massifs de montagnes du monde et je suis revenu avec ce que j'appelle ma focale mondiale. Et quand je suis revenu, j'ai dit dans les Pyrénées, il y a une montagne, non pas par la hauteur de ses parois, mais par son histoire, par sa géologie, par sa richesse naturaliste, qui mérite d'être patrimoine mondial. Et donc j'ai lancé cette idée, je me suis entouré de scientifiques pour constituer le dossier, j'ai orchestré la fabrication, j'ai fait les textes sur les qualités paysagères, puisque c'était ma spécialité, ayant été 24 ans à la Commission supérieure des sites, la Commission nationale. Et donc, j'avais beaucoup travaillé sur le concept de paysage. Et c'est comme ça qu'on a obtenu, avec un dossier qui a été strictement rédigé que par des bénévoles, ce qui était tout à fait exceptionnel, l'inscription du massif du Mont-Perdu, avec une double consécration, paysage culturel et paysage naturel. Alors donc, effectivement, je suis attaché, mais maintenant je suis attaché avec une certaine lucidité, et je peux dire que j'ai effectivement quelques regrets compte tenu de la situation, d'avoir été à l'origine de cette inscription au patrimoine mondial, parce que, d'une part, le concept de paysage culturel n'est absolument pas compris par les populations locales, et même, je dirais, par des responsables nationaux, ça c'est un héritage culturel. D'autre part aussi, il y a des problèmes qui durent depuis 15 ans, une espèce de différend avec l'UNESCO dû à cette incompréhension, et par conséquent, c'est un point, pour l'instant, c'est un boulet que traîne l'institution mondiale, au risque d'entamer son crédit. Je dois dire d'ailleurs qu'il est déjà entamé, le crédit de l'institution mondiale. Les patrimoines mondiaux se banalisent, il y en a de plus en plus. D'ailleurs, l'institution internationale, donc le Centre du patrimoine mondial, a demandé à la Cour des comptes française un audit sur l'état des lieux, sur leur stratégie, et c'est un document très récent. Et ce document dit bien avec clarté que autrefois, naguère, les patrimoines mondiaux étaient l'œuvre de gens qui connaissaient le sujet, qui étaient des spécialistes, et que maintenant ils sont de plus en plus soumis, comme on l'a vu avec les dernières inscriptions à droite et à gauche, ils sont de plus en plus soumis aux politiques et à la diplomatie, et on laisse, les termes sont comme ça, à peu près mot à mot, on laisse de côté la connaissance et la spécificité pour n'écouter que la politique et la diplomatie. C'est un peu vrai d'ailleurs, c'est tout à fait vrai aussi pour les sites classés en France. Donc, vous voyez, il y a à la fois un regret, puis à la fois une espèce d'indifférence qui fait que je regarde ça avec une lucidité qui me permet de critiquer les uns et les autres. Je pense que le concept de paysage culturel, qui est quelque chose de très intéressant et que nous allons voir au cours de notre promenade, je vais rentrer plus dans les détails, est complètement ignoré des responsables. Pour eux, un paysage culturel, c'est un décor où on met un spectacle.
Ça n'a rien à voir avec ça, quoi. Hein. Et donc, et en plus, il faut que ce soit un spectacle qui soit digne de l'héritage culturel français. Alors, c'est tantôt Victor Hugo, c'est tantôt Corneille, même si ça n'a rien à voir avec le décor qui n'est plus qu'un décor, réduit au décor. Alors, c'est le cas, c'est le cas. Donc, effectivement, on est dans une impasse qui fait que je crois qu'il faut un peu prendre avec du recul toutes ces inscriptions, paysages culturels de l'UNESCO, grands sites Midi-Pyrénées, sites classés. Ça veut dire de moins en moins de qualité et de plus en plus de politique. Ce qui a été consacré par l'UNESCO, quelque part, entame l'unité de la République. Ah bon? Ben oui, parce que déjà dans le paysage culturel, il y a la reconnaissance des langues régionales. Déjà. Le paysage culturel, c'est le témoignage, alors on pourrait même dire l'expression plastique pour les gens qui le visitent, d'une séculaire et merveilleuse adaptation de l'homme à son environnement immédiat. Voilà. Hein? Alors, ça peut aller des vignes du Médoc, hein, jusqu'au pastoralisme ici, mais ce n'est pas tellement le pastoralisme, ce qui a été ici qualifié, c'est l'histoire extraordinaire des communautés des deux versants, versant aragonais et versant pays de Barège, on dit, hein, qui à partir de traités qui datent de la paix de Dieu d'ailleurs, mais ça ils ont été oraux pendant quelques siècles, enfin 2 siècles. Après ils ont été codifiés par des traités qu'on appelle le Li et Patsaria, de lien et de paix, et ce sont des accords internationaux de l'époque, hein, en quelque sorte, qui ont garanti la liberté de circulation des biens, des hommes. C'était très, très, très moderne, quoi, entre les deux versants, parce que c'était pas une frontière. Et d'ailleurs, à la limite, on peut imaginer que si dans les Pyrénées on dit plutôt port que col, c'est parce que les ports, ce sont des lieux de rencontre, finalement. Hein? Les Pyrénées n'étaient pas une frontière, c'était plutôt un lieu de rencontre. Et il y avait des échanges formidables. Et d'ailleurs, avec des réglementations tout à fait étonnantes. Et je peux vous dire que la garde à vue limitée, dans les Pyrénées, était pratiquée depuis le haut Moyen-Âge. Hein. Il y a encore des droits coutumiers ici ou pas? Ah ben il y a des droits coutumiers. On peut dire que un vestige de cette histoire, c'est d'ailleurs toujours les relations entretenues avec l'Aragon. Hein. Vous avez aujourd'hui entre 600 et 1000 vaches qui viennent d'Aragon, qui vont sur le territoire de Gavarnie paître jusqu'à septembre sur leur pâturage. Ça c'est un héritage qui appartient. Alors, au moins l'herbe, alors on peut discuter le terrain, l'herbe, il y a des gens qui disent que c'est carrément le terrain, d'autres qui disent que c'est simplement l'usage de l'herbe, peu importe. Mais si c'est l'usage de l'herbe ou le terrain, ça appartient aux éleveurs aragonais, dans la vallée d'Ossou. Ça se passe aujourd'hui. C'est un spectacle, si vous l'aviez su, vous voyez, vous auriez pu y aller avec votre petite famille. Ouais, on vient de loin, on connaît pas trop. Ah ben voilà. Hein. Et donc là, c'est un spectacle assez étonnant, surtout qu'elle passe dans des endroits un peu escarpés. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du Comminges, et de plus en plus en allant vers l'ouest, la Pyrénées centrale, quoi. Hein, à partir de là, vous avez les domaines. Les domaines ont à peine 2-3% des territoires. Tous ces territoires-là, vous êtes sur une propriété privée du syndicat de vallée, de la commission syndicale du Barège. Et genre tous les terrains là, c'est privé aussi? C'est privé, c'est privé, ça appartient pas à un propriétaire privé. C'est la commission syndicale qui regroupe plusieurs villages et qui sont propriétaires des terrains. Donc in fine, c'est les villages qui sont propriétaires des terrains. Une communauté de villages. Une communauté de villages. Ah d'accord. Ah c'est marrant ça. Elle souffre des bras aussi, elle. Et on ne peut pas avoir été. Non, voilà. Mais cette année, on prend un coup.